Ce que le grondement d'un pétrolier dans le golfe de Guinée révèle sur la fin de l'ordre mondial centenaire, c'est plus qu'un simple bruit de moteur. Aujourd'hui, quand les premiers supertankers larguent les amarres au port en eau profonde de Kribi, se sont fait frissonner bien au-delà des côtes camerounaises. Pour les habitants du Sahel, c'est le signal d'une victoire attendue, celle d'une souveraineté économique enfin conquise. Mais à des milliers de kilomètres, dans les salons feutrés des ministères à Paris, Bruxelles ou Washington, c'est un bruit de défaite. Un écho grinçant qui signe l'effondrement d'un pilier de la stratégie occidentale, la doctrine du blocus côtier. Pendant des décennies, tout reposait sur une idée apparemment inébranlable, qu'un pays sans littoral était condamné à subir, à plier sous la pression dès qu'on lui fermait les accès à la mer. Pas besoin d'envoyer des chars ni des soldats, il suffisait de verrouiller les ports et les frontières, de couper les flux vitaux, pour forcer la reddition. C'était l'arme fatale des gatekeeper economies, un outil implacable pour imposer l'ordre et la dépendance. Mais les stratèges occidentaux ont largement sous-estimé la résilience et l'ingéniosité des États du Sahel. Là où d'autres auraient vu une condamnation, eux ont vu une opportunité. Plutôt que de s'effondrer, l'Alliance sahélienne a tissé de nouveaux liens, négocié des corridors énergétiques à travers le Tchad, sécurisé un accès maritime via le Cameroun et transformé l'enclavement en levier géopolitique. Résultat, non seulement ils ont brisé les taux, mais ils ont inversé le rapport de force. Désormais, fermer les anciens ports de transit ne fait plus suffoquer le Sahel. Ce sont les gatekeepers côtiers qui se retrouvent isolés. L'arme de la dissuasion économique s'est retournée contre ses créateurs. Et pour les chancelleries occidentales, l'évidence est brutale. Ignorer cette révolution, c'est risquer de perdre l'accès aux ressources critiques qui feront le monde de demain et de voir s'envoler une influence accumulée depuis un siècle. Mais comment une telle bascule a-t-elle été possible? Comment cette région, qu'on croyait prisonnière de sa géographie, a-t-elle réussi à renverser l'ordre établi? Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut remonter aux racines de la puissance occidentale en Afrique de l'Ouest. Pourquoi les sanctions économiques étaient-elles la meilleure arme de l'Occident? Depuis des décennies, une même scène se rejoue inlassablement dans l'ombre des grandes décisions internationales, à chaque fois qu'un État enclavé d'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, a osé s'écarter du consensus dicté par Paris ou Bruxelles, la riposte a été immédiate. Pas besoin de chars ni d'avions de combat. L'arme fatale, c'était la frontière. L'Occident, en étroite coordination avec les grandes institutions régionales, activait un mécanisme implacable. Fermeture des ports maritimes, suspension de l'accès aux banques régionales, coupure des flux de biens essentiels. Et, par-dessus tout, ce blocus était présenté comme une évidence stratégique, presque un automatisme géopolitique. Pourquoi? Parce que l'enclavement de ces pays semblait une faiblesse irrémédiable, leur talon d'Achille. C'est là toute la logique de la gatekeeper economy. Vous n'êtes rien sans la clé de la porte, et cette clé se trouve sur la côte, sous contrôle occidental. Les ports, les corridors logistiques, les accès au monde, tout passait par des capitales côtières, elles-mêmes alignées sur les ordres venus d'Europe. Pour Bamako, Ouagadougou, Niamey, le moindre écart politique risquait de se transformer, du jour au lendemain, en asphyxie économique. C'était censé être la solution miracle, l'équivalent contemporain du siège médiéval. Pas besoin d'assiéger avec des armées, il suffit de fermer l'entrée principale. Les populations, privées de carburant, de médicaments, de devises, finiraient bien par forcer leurs dirigeants à rentrer dans le rang. En théorie, le blocus devait écraser toute tentative d'émancipation, briser la volonté locale sans même tirer un coup de feu. Ce schéma s'est répété, presque mécaniquement, à chaque transition politique jugée hors norme par les chancelleries occidentales. Au Mali, au Burkina, au Niger, dès qu'un pouvoir se dégageait du sillage occidental, les sanctions tombaient, coordonnées, brutales. Les concepteurs de ces mesures, à Paris comme à Bruxelles, misaient sur une reddition rapide, convaincus que la coupure d'avec l'océan Atlantique suffirait à plier toute résistance. Sur les bureaux des analystes européens, les modèles prédisaient invariablement effondrement économique,
troubles sociaux massifs et retour express à un ordre plus acceptable pour l'Occident. Mais ce qui n'a jamais été pris en compte dans ces calculs, c'est la résilience du Sahel. Année après année, crise après crise, les peuples et les élites de ces nations ont appris, souvent dans la douleur, à survivre à l'ombre des portes closes. L'erreur des stratèges occidentaux a été de croire que l'enclavement n'était qu'une punition, jamais un terrain d'innovation. Pourtant, chaque sanction, chaque blocus a renforcé la créativité et l'ingéniosité locale. Le Sahel ne s'est pas effondré, il a pivoté, s'est réinventé, a cherché ailleurs les moyens de subvenir à ses besoins. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas qu'une bataille d'influence ou de prestige entre puissances. Il s'agit du contrôle de ressources vitales pour l'économie mondiale de demain. Uranium, lithium, cobalt, fer, éléments stratégiques pour la transition énergétique. Tant que le modèle du gatekeeper fonctionnait, l'Occident pouvait dicter ses conditions, choisir quand et comment ces ressources entraient sur le marché mondial. Mais si ce modèle vacille, si l'Afrique de l'Ouest découvre les moyens de contourner les vieilles routes, alors tout l'équilibre mondial est bouleversé. Ne pas comprendre ces mécanismes, c'est risquer de continuer à appliquer des solutions obsolètes à des défis entièrement nouveaux. L'Afrique n'est plus condamnée à attendre qu'on lui ouvre la porte. Elle est en train de construire sa propre maison. Mais que s'est-il réellement passé lorsque le blocus a été imposé au Sahel? Et si la fermeture des portes ouvrait en réalité un tout nouveau passage? C'est exactement ce qui s'est produit dans le Sahel, là où l'enclavement, longtemps brandi comme une condamnation, s'est mué en levier stratégique. Face au blocus côtier imposé par l'Occident, l'Alliance des États du Sahel n'a pas plié. Au contraire, elle a innové, tissant sur le terrain diplomatique et économique un véritable bypass stratégique. Plutôt que d'attendre un hypothétique assouplissement des sanctions, les dirigeants sahéliens ont accéléré les négociations régionales, scellant des accords décisifs avec le Tchad pour le transit, et surtout arrachant un accès vital au port en eau profonde de Kribi, au Cameroun. Un accès discret, mais décisif, qui contourne la mainmise habituelle des États côtiers et déjoue l'outil de pression privilégié de l'Occident. Dans le même mouvement, le Sahel a transformé l'isolement forcé en opportunité de réorganisation interne. Au lieu de subir, il a investi massivement dans le raffinage local, la nationalisation d'actifs stratégiques et l'industrialisation à marche forcée. Des usines sont nées là où ne subsistaient jadis que des points de collecte. La valeur ajoutée, désormais, reste au pays. Ce qui relevait hier de la dépendance, attendre la décision ou le bon vouloir d'un port voisin, s'est inversé. Ce sont les contrôleurs côtiers qui se retrouvent marginalisés, cantonnés à un rôle périphérique dans une architecture régionale repensée. L'arme suprême de l'Occident, celle de l'isolement économique, se révèle inopérante face à un bloc sahélien désormais immunisé parce qu'il a été obligé de survivre dans l'adversité et d'y trouver sa propre lumière. C'est un choc systémique pour les vieilles puissances, qui voient s'effondrer la doctrine du « coastal choke point ». Pendant des décennies, la capacité à contrôler les routes vers la mer faisait office de gendarme silencieux. On fermait la porte pour exiger soumission ou concession. Mais aujourd'hui, les véritables maîtres du jeu sont ceux qui, loin de s'acharner sur la serrure, ont tout simplement construit une nouvelle maison, ailleurs, avec d'autres plans et d'autres alliés. Les stratégies de sanctions économiques, censées briser la cohésion sahélienne, n'ont fait que la renforcer. L'Alliance est devenue, sous la pression, un bloc économique nettement plus soudé, dont la résilience inspire déjà des répliques ailleurs sur le continent. Pour l'Occident, ce n'est pas qu'une question de prestige ou d'influence. C'est la perte de son principal levier non militaire, ce fameux pouvoir d'exclusion qui garantissait l'accès préférentiel aux ressources et dictait les règles du jeu. Et pour l'Afrique, c'est la démonstration éclatante qu'un autre modèle est aujourd'hui possible, qu'il n'est plus nécessaire de choisir entre isolement et soumission, mais qu'une troisième voie, celle de l'indépendance active, s'ouvre à qui ose la prendre. Le verrou de la porte n'a plus de sens si l'on maîtrise la clé d'un passage secret. Mais ce basculement va plus loin que la reconquête de la souveraineté. Il bouleverse toute la question du contrôle des ressources stratégiques
Et c'est là que le vertige s'installe dans les capitales occidentales. Car, derrière la bataille des ports et des pipelines, se profile un enjeu plus vaste, qui, demain, détiendra l'accès aux minerais critiques qui alimentent le futur industriel mondial. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quand la clé du futur industriel mondial change de main sans que personne ne l'ait vu venir. Voilà ce qui s'est vraiment joué, loin des projecteurs, pendant que l'Occident s'accrochait à ses vieilles certitudes. Alors que tout le monde guettait un effondrement du Sahel sous la pression financière et diplomatique, la Fédération sahélienne a, en fait, retourné la situation. Plutôt que de plier ou de revenir docilement à la table des négociations, elle a élargi son cercle de partenaires, cette fois sur des bases inédites. Valeurs marchandes réelles, transfert de technologie, investissement dans les infrastructures. Résultat ? Une onde de choc qui a traversé les ministères de l'énergie européens, car, d'un coup, l'accès privilégié à l'uranium sahélien, bradé pendant des décennies, a pris fin. Et ce n'est pas tout. L'enjeu ne se limite plus à l'uranium. L'extraction du lithium, du molybdène et d'autres minerais essentiels à la transition énergétique mondiale était jusqu'ici pilotée par de grands groupes occidentaux, sous couvert d'accords léonins hérités d'une autre époque. Mais du jour au lendemain, l'Alliance des États du Sahel a imposé de nouveaux codes miniers radicaux. Propriété nationale accrue, transformation locale obligatoire, transfert technologique imposé. Fini les concessions à bas coût, fini les exportations de matières brutes sans valeur ajoutée. Le Niger, par exemple, a fermé la porte aux anciennes concessions sur l'uranium, dictant de nouveaux termes à ses partenaires, et ne craint plus de dire non à ceux qui refuseraient de respecter le principe de souveraineté. Face à cette nouvelle donne, l'Occident se retrouve au pied du mur. Désormais, il faut payer le vrai prix des ressources, ou s'approvisionner sur des marchés concurrents, souvent asiatiques, qui, eux, acceptent les conditions imposées par Bamako, Niamey et Ouagadougou. Les investisseurs orientaux, pragmatiques, se sont adaptés aux exigences souveraines, négociant non plus en position de force, mais en partenaire. Pendant que Paris ou Bruxelles tentaient d'isoler le Sahel, Pékin, Ankara ou Moscou sécurisaient discrètement l'accès au white gold du XXIe siècle, en respectant les nouvelles règles du jeu. Ce basculement est vertigineux. Le Sahel, qu'on croyait condamné par son enclavement, devient le cœur névralgique du nouvel ordre énergétique mondial. Les ressources stratégiques ne sont plus l'otage de puissances extérieures, mais un levier entre les mains des États sahéliens, qui, pour la première fois, dictent eux-mêmes les conditions de leur exploitation. La transformation locale, raffineries, usines de batteries, infrastructures ferroviaires régionales, n'est plus un rêve lointain imposé de l'extérieur, mais une politique assumée et mise en œuvre. Ce sont des emplois, de la valeur ajoutée et une montée en compétences technologiques, là où l'on attendait jadis la dépendance et la précarité. Mais pour l'Europe, les conséquences sont sévères. Prise de court, elle fait face à une double menace, pénurie énergétique et explosion des coûts industriels. Alimenter ses usines, électrifier ses véhicules, tout devient subitement plus cher, plus incertain. La dépendance au Sahel n'est plus une simple variable d'ajustement, mais un facteur critique et incontrôlable. Pour la première fois, ce ne sont plus les anciennes puissances qui dictent les règles du commerce des matières premières, mais les États producteurs eux-mêmes. Et ce déséquilibre nouveau fait vaciller tout l'édifice industriel européen. De l'autre côté, pour les nations sahéliennes, c'est une indépendance conquise de haute lutte et la promesse d'une prospérité nouvelle. En tenant bon, elles ont transformé un potentiel scénario catastrophe en démonstration éclatante. Il est possible de maîtriser ses chaînes d'approvisionnement, de valoriser ses ressources sur place et d'imposer ses intérêts dans la grande bataille de la transition énergétique mondiale. Le rapport de force s'est inversé. Cette réussite ne se limite plus au Sahel. Partout en Afrique, d'autres pays observent et s'inspirent. L'effet domino a commencé et il menace de renverser définitivement l'ancien ordre des gatekeeper economies. Alors, comment ce modèle sahélien, jadis présenté comme une aberration, devient-il la nouvelle matrice de l'indépendance africaine, et pourquoi l'Occident craint-il tant la contagion? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Ce que 3 capitales sahéliennes ont déclenché pourrait bouleverser toute l'Afrique.
Bamako, Ouagadougou, Niamey. Longtemps reléguées à la périphérie des cartes du pouvoir, ces villes sont devenues l'épicentre d'un véritable séisme. Ce n'est pas seulement la perte immédiate d'accès aux ressources sahéliennes qui inquiète les anciennes puissances occidentales, mais la peur viscérale que cette nouvelle souveraineté ne devienne une contagion impossible à contenir. Pendant des décennies, le blocus et l'isolement étaient les armes préférées des grandes capitales du Nord pour maintenir l'ordre établi. L'idée était simple: punir ceux qui s'écartent de la ligne, mais surtout, offrir aux autres un avertissement glaçant. Tentez de sortir du rang, et votre économie sera mise à genoux. Ce récit, répété de Bamako à Addis-Abeba, a maintenu l'Afrique dans une posture de docilité contrainte. Chaque suspension d'aide, chaque menace de fermeture des marchés, résonnait comme une sentence inéluctable. Mais aujourd'hui, le scénario s'est inversé. En défiant le blocus, en contournant les circuits traditionnels et en construisant une voie souveraine, l'Alliance des États du Sahel a transformé cette vieille histoire de mise en garde en modèle à suivre. Ce qui devait servir d'exemple dissuasif est devenu une preuve éclatante que l'indépendance totale n'est plus une chimère. Le cœur du continent observe et la question se propage de capitale en capitale. Si le cœur sec du Sahara peut briser ses chaînes, pourquoi pas nous? Ce n'est pas une exagération de dire que le psychodrame du blocus vient de s'effondrer. Les voisins du Sahel, d'abord sceptiques, se prennent soudain à rêver plus grand. On voit déjà les contours d'une Afrique qui ose réclamer de nouveaux termes pour l'exploitation de ses richesses. Les vieilles stratégies, l'aide conditionnelle, la menace de l'isolement, se heurtent à une confiance nouvelle. Ce ne sont plus des outils de domination, mais des reliques d'un passé qui ne fait plus peur. Les dirigeants qui, hier encore, redoutèrent de voir leur pays sombrer dans la marginalisation s'ils osaient réclamer leur dû, ont à présent un modèle de réussite, tangible et indiscutable, à opposer à tous les scepticismes. Le passage à l'action ne se limite plus à quelques États isolés. Le bypass sahélien n'est plus seulement un couloir pour exporter du pétrole ou du minerai. C'est une méthode, un logiciel mental qui permet de contourner tous les barrages dressés depuis l'extérieur. La notion même d'économie de gardien de porte, où l'intérieur africain devait se contenter des miettes laissées par les flux sortants, s'effondre. Le centre de décision migre. Ce sont désormais Bamako, Ouagadougou, Niamey et leurs alliés qui fixent les règles du jeu. Les partenaires extérieurs ne dictent plus les conditions. Ils négocient d'égal à égal, sous peine d'être tout simplement mis de côté. L'impact psychologique sur le continent ne peut être surestimé. Pendant des générations, la crainte de l'isolement a maintenu trop de nations dans des accords déséquilibrés. Mais la preuve est là. Le retrait de l'aide occidentale n'a pas provoqué l'effondrement. Il a libéré une dynamique industrielle et une autonomie jamais vue. L'Afrique intérieure n'est plus la périphérie dépendante du système mondial. Elle devient le cœur battant d'alliances équilibrées et d'un nouveau rapport de force. Et pour les anciennes puissances, le risque est immense. C'est la fin de décennies d'influence quasi automatique, la perte d'un levier psychologique qui a façonné tout un ordre mondial. Lorsque l'Europe et l'Amérique du Nord observent la résilience de la Fédération sahélienne, ce n'est plus une simple crise passagère. C'est la perspective terrifiante de voir s'effondrer l'architecture même de leur pouvoir sur le continent. Car chaque nouveau pays qui ose suivre la voie sahélienne, c'est un domino de plus qui tombe, un verrou de plus qui saute. Pour l'Afrique, tout se joue maintenant. Saisir ce moment, c'est s'assurer la maîtrise de ses ressources, la capacité de définir ses propres conditions et peut-être pour la première fois, le contrôle réel de son destin industriel. Mais manquer ce rendez-vous avec l'histoire, ce serait risquer de voir la fenêtre se refermer et la vieille logique reprendre ses droits. Le continent a brisé le sortilège de l'inévitable. La souveraineté n'est plus une prétention, c'est un acquis en train de se généraliser. Mais que réserve l'avenir maintenant que le domino est lancé et que l'architecture géopolitique mondiale vient d'être irrémédiablement modifiée? L'ère des routes fermées s'achève. Celle des portes ouvertes par la souveraineté commence. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le Sahel, ce n'est pas seulement l'écroulement d'une vieille doctrine militaire ou la débâcle d'un plan de sanctions venu d'ailleurs.
C'est la fin d'un monde où quelques grandes puissances dessinaient les frontières invisibles du possible. Désormais, ce sont les peuples du centre de l'Afrique qui tiennent la plume. L'Alliance des États du Sahel a fait plus que survivre à l'isolement. Elle en a fait le creuset d'une indépendance inédite et le lancement d'une dynamique qui résonne déjà aux quatre coins du continent. Là où l'on pensait que l'enclavement condamnait, on découvre aujourd'hui un levier stratégique, capable de transformer chaque faiblesse en force et chaque frontière en ligne de départ. Rester passif, c'est risquer de regarder l'histoire s'écrire sans jamais pouvoir en tourner la page. Car ce qui se joue ici dépasse largement la question d'une influence ou d'un prestige perdu pour l'Occident. Il s'agit du contrôle des ressources vitales du XXIe siècle, lithium, uranium, terres rares, et du droit, pour les nations africaines, de fixer elles-mêmes les règles du jeu, d'élaborer leur propre futur industriel et de définir la valeur de leur propre travail. Ce n'est plus l'ancienne ère des gatekeeper economies, où l'on attendait la permission du dehors pour accéder aux richesses du dedans. Aujourd'hui, chacun le constate. Les vieilles armes de la coercition économique sont devenues inutiles face à la volonté souveraine d'un continent uni. Paris, Bruxelles et d'autres capitales occidentales réalisent que le temps des sanctions punitives est révolu. Les routes commerciales, longtemps perçues comme des cordons de strangulation, se transforment en axes d'affirmation. Les alliances du Sahel ne sont pas seulement économiques, mais aussi culturelles et humaines. Elles redéfinissent ce que veut dire appartenir à un monde réellement multipolaire. Et pendant que l'Occident tente de se réinventer à la lumière de cette nouvelle donne, l'Afrique intérieure, elle, construit, négocie et se projette dans l'avenir avec une assurance qui force l'écoute. Les ressources ne sont plus extraites selon des conditions dictées de l'extérieur, mais valorisées, protégées et négociées par ceux qui vivent sur ces terres. Les routes vers l'indépendance économique sont ouvertes, et les bénéfices commencent enfin à irriguer les sociétés locales. Mais rien n'est jamais acquis. L'enjeu, pour chaque observateur, investisseur, citoyen du monde, c'est de comprendre que le retrait ou la simple attente n'offrent aucune garantie. C'est autour de cette nouvelle table, dressée par la souveraineté retrouvée, que se dessinent les standards du futur. Ignorer ce moment, c'est accepter d'être relégué au rang de spectateur, là où se joue la redistribution la plus cruciale de notre temps. Alors, si ce récit vous interpelle, informez-vous, partagez, discutez, impliquez-vous. La vérité de ce siècle, c'est ce basculement, de l'isolement subi à l'indépendance conquise. Nous sommes à l'aube d'une Afrique qui ne demande plus la permission, mais qui impose sa place dans la transition énergétique mondiale. Les dominos tombent, les anciennes murailles s'effondrent, et c'est toute une géopolitique nouvelle qui prend racine au cœur du continent. C'est à chacun de choisir, rester dans le passé, ou prendre part à la construction de ce futur.